vous nous entendez bien. Donc, bienvenue pour ce webinaire donc, qui va durer une petite heure jusqu'à midi et on va respecter l'horaire bien évidemment. Webinaire sur un sujet dont on parle beaucoup, c'était d'ailleurs le pitch de notre invitation évidemment, et en regardant d'ailleurs les agendas sur les jours et les semaines qui précèdent et qui suivent, on voit qu'il y a pas mal de propositions autour de ce sujet, preuve que c'est un sujet d'actualité. Ce sujet, c'est la digitalisation des process achats. Alors, on dit achat, finance, je le dis tout de suite, puis après, on arrêtera de le dire, tout simplement parce que c'est vrai qu'en fonction des entreprises, les services achats sont plus ou moins structurés. Donc, tout partie des process qu'on va évoquer se retrouve plutôt dans des services finance ou dans des services achats structurés. C'est la raison pour laquelle on évoque ça, mais le focus est clairement bien sur le process achat. L'objectif, c'est pas de parler véritablement de l'aspect opérationnel, mais bien de préparer un projet de digitalisation des process achats. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui pour évoquer ce sujet et vous donner quelques clés sur ce sujet, c'est d'abord d'introduire évidemment le sujet, d'évoquer les gains, les opportunités portées par la digitalisation donc, de ces process achats, de voir pourquoi et comment cadrer votre projet avant de vous lancer, c'est toujours mieux de cadrer avant. On a la chance, effectivement, d'avoir aujourd'hui le témoignage donc, de Philé Allard, client que nous avons accompagné justement sur cette phase de cadrage de ce sujet. On verra ensuite un petit tour d'horizon des différents types de solutions sous l'angle des enjeux, du contexte de l'entreprise, des critères de choix. Il ne s'agit pas de faire un benchmark exhaustif et précis, mais plutôt d'avoir des clés de lecture, encore une fois, par rapport à cette approche choix de solution. Et bien entendu, on pourra répondre à vos éventuelles questions à l'issue de cette présentation. Pour cela, très classiquement, vous avez le chat sur la droite de l'écran à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. On y répondra à la fin, bien évidemment. Donc, comme vous le voyez, on est trois pour vous parler de ce sujet. Donc, je vais garder la main juste pour me présenter. Donc, Julien Rivière, donc je suis un des associés du cabinet Caora Partners à Bordeaux. Je suis notamment en charge du développement de nos activités sur le sud-ouest, mais aussi plus généralement de justement nos opérations de digitalisation et de transformation, notamment des fonctions finance, achat, mais pas que. Caroline. Caroline Fourteau, donc je suis chargée de projet à la direction financière du groupe Philé Allard. Voilà, vous m'avez demandé de participer à ce webinaire et j'en suis ravie. Merci pour ta présence. Oui. Sandrine Haussin, donc moi je suis une directrice conseil au sein de Caora Partners et je vais vous présenter finalement la partie solution et l'éclairage côté système d'information. Donc, petite introduction malgré tout pour vous dire qui nous sommes et quelque part pourquoi est-ce qu'on vous propose ce webinaire sur ce sujet. Donc, Caora Partners, on est donc un cabinet de conseil en management spécialisé plutôt sur donc, les sujets de transformation et de digitalisation des organisations. Caora, c'est maintenant près de 90 collaborateurs. On est sur Paris, Bordeaux, Nantes, Lyon, Marseille. Je ne vais pas vous décrire ce qu'est un cabinet de conseil en management, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Je vais plutôt vous parler de quelque part ce qui peut constituer nos particularités, on va dire nos différences avec peut-être d'autres cabinets. Le premier, c'est notre modèle. On a un modèle interne très horizontal qui est vraiment orienté à l'intelligence collective pour justement plus de dynamisme et de créativité autour du développement des offres et on va dire de notre capacité à justement venir porter des innovations ou accompagner, que ce soit sur le fond ou sur la méthode, nos clients dans leur transformation. Le deuxième, c'est une approche d'accompagnement sur mesure. On n'est pas dans une logique d'offre sur l'étagère qu'on va répliquer et déployer chez tous nos clients de manière, je dirais, industrielle et non discernée. On est vraiment sur un bon équilibre entre expertise et pragmatisme, à la fois en fonction du besoin du client et en fonction du contexte du client. Le troisième, c'est justement une triple expertise conseil, métier, solution. C'est-à-dire que oui, on est un cabinet de conseil, donc évidemment, on maîtrise et on délivre des prestations de conseil sur l'ensemble, je dirais, du spectre projet. Par exemple, sur un projet comme celui-là, depuis le cadrage jusqu'à l'accompagnement au changement et même l'optimisation des processus post-déploiement des solutions, et puis tout l'accompagnement projet, évidemment. Les métiers, donc on a effectivement
cet axe, notamment dans notre recrutement chez Kaora Partners, que de recruter des gens qui viennent soit du conseil, soit des métiers, par exemple de la finance ou des achats, mais également dans d'autres métiers, marketing, relations clients, etc., qui donc soit ont eu une expérience au travers de leur expérience dans des cabinets de conseil, soit venant de ces métiers, donc chez les clients finaux, hein, ce qui nous permet d'avoir cette capacité, cette facilité à échanger avec des directions métiers, avec des opérationnels, avec des directions générales, et d'être tout de suite plutôt sur les enjeux plutôt que sur les solutions ou sur une méthode en particulier. Et enfin, l'aspect solution. Voilà, nous, on ne vend pas de solutions, on n'est pas éditeur. En revanche, évidemment, comme tout cabinet de conseil dans le domaine de la transformation digitale, on se fait fort bien entendu de connaître et de maîtriser un maximum de solutions du marché, que ce soit des leaders bien installés ou des solutions émergentes, voire des solutions niches. Et puis ensuite, dernier point important, chez Kaora, évidemment, je vous l'ai dit, on est 90, on n'a pas la prétention de tout savoir faire, encore moins de tout vouloir faire seul. Donc on a un gros écosystème partenaire autour de nous et qu'on fait vivre. Donc on n'hésite pas évidemment et on a cette capacité à aller chercher des partenaires, que ce soit d'autres cabinets de conseil, des éditeurs, des intégrateurs, des indépendants spécialisés sur des sujets. Peu importe, nous, ce qui nous importe, c'est le besoin lié au contexte du client, CF, cette approche d'accompagnement sur mesure. Et enfin, donc pour finir, ce qui fait qu'on vous présente ce sujet quand même, c'est que chez Kaora, même si on accompagne je dirais tous les secteurs, public, privé, services, industrie, etc., on n'a pas vraiment de secteur dédié. Par contre, on a effectivement une fonction support, fonction transverse en particulier, qui pèse beaucoup chez nous. C'est justement les fonctions finance-achat qui pèsent plus de 60% de notre activité. Donc, c'est une activité qu'on connaît bien sous les différents angles de tout ce qu'on peut faire en termes de prestations conseil. C'est ce qui nous a amené donc à vous présenter ce sujet. Voilà, juste vous sortir cette petite phrase qui effectivement représente ce qu'on est et la façon dont on aborde les missions et les besoins de nos clients. Notre mission, c'est de faire de vos idées des aventures réussies. Ce que ça veut dire, c'est ce que je viens de vous présenter. On ne cherche pas à vous déployer des offres, à vous vendre des solutions. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quels sont vos objectifs, comment est-ce que vous fonctionnez, comment est-ce que vous êtes organisé, et d'adapter nos méthodes, nos offres, notre dispositif, y compris avec des partenaires, pour vous permettre effectivement d'avoir la meilleure expérience projet possible, permettre à vos collaborateurs d'avoir la meilleure expérience projet possible, ce qui est un élément aujourd'hui très important aussi dans les projets. Certes, on veut déployer des solutions, mais on veut le faire en embarquant les collaborateurs, en créant de la valeur ajoutée au-delà des solutions elles-mêmes, rien que portées par le projet. Et ça, c'est quelque chose d'important. Voilà, donc ça c'est fait, ça c'était pour Kaora Partners. Maintenant, on en vient au sujet du jour, donc la digitalisation des process achat-finance, process achat. Déjà, nous, ce qu'on a voulu noter, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses évidemment dans ce périmètre achat. Nous, ce qu'on a prévu de faire ressortir aujourd'hui, c'est 3 enjeux majeurs. Un autour de la performance achat, un autour de la relation fournisseur et un autour de la conformité réglementaire. Rapidement, mais on y reviendra en détail juste après. Performance achat, évidemment, et ça, on en parle depuis des années et des années, c'est évidemment notamment des préoccupations de réduction de délais et de coûts, mais ce dont on parle aussi beaucoup et qui est très lié au service achat en termes de performance, c'est les notions d'agilité, d'adaptabilité, de réactivité. C'est aussi la satisfaction client. Les services achats travaillent, clients internes, travaillent évidemment pour des clients internes, qu'on parle de fonctions support ou de production, bien évidemment. Et puis, puisqu'on parle d'achat, évidemment, la performance économique liée aux aspects de pricing et de négociation autour de ces achats. Ce qui fait le lien avec donc, le deuxième enjeu majeur, qui est la relation fournisseur. Les achats, ça se fait en relation avec donc, des fournisseurs. Les sujets principaux qui ressortent, sujets de préoccupation des services achats en général, c'est la maîtrise des risques, liés évidemment aux fournisseurs. La réduction et l'amélioration de la gestion des litiges, ces fournisseurs, forcément, l'idée c'est de réduire quand même la fréquence et l'impact. Et puis ça a toujours été vrai, mais c'est de plus en plus vrai, les notions de partenariat, de recherche, d'exploitation de l'innovation que les fournisseurs peuvent apporter.
pour pouvoir créer de la valeur au sein des entreprises via donc les services achats qui ont cette capacité et on peut dire ce devoir d'aller chercher ça. Et donc le troisième, bon, je dirais un peu comme dans toutes les fonctions, mais c'est le cas aussi là de ce périmètre achat-finance, l'aspect conformité réglementaire, alors, notamment évidemment avec le sujet des notes factures qui a été décalé, donc 2024 maintenant, qui va donc concerner, on y reviendra plus tard, les entreprises avec un calendrier un petit peu décalé, mais tout le monde va y venir. Donc, débat de facture, c'est facture client et fournisseur, donc on est bien dans ce périmètre, et les délais de paiement, évidemment, et la lutte contre la fraude. Donc, une fois qu'on a dit ça, pour planter le décor, on ne sait pas exactement là dans l'auditoire quelle est la représentativité, mais du coup, on a ressorti un chiffre là d'une étude de l'année dernière de Deloitte, sur le Global CPO Survey, qui faisait apparaître que 30% des départements achats avaient déjà mis en place et étaient déjà en cours de digitalisation et d'automatisation de leur process pour gagner en agilité et en performance. Donc clairement, ce n'est pas le premier service de la finance, quand on dit achat finance, qui a mis en place des sujets avec des gains déjà avérés. Mais on voit que maintenant c'est parti, on va dire, côté achat. Donc l'idée, c'est justement pour vous, pour ceux qui ne seraient pas encore, de voir aujourd'hui pourquoi y aller et comment y aller. Donc, ce qu'on a prévu là dans la présentation du pourquoi y aller, à savoir effectivement mais quels gains, quels changements, etc., c'est de prendre le prisme aussi des process, parce que quand on dit achat, en fonction encore une fois, des organisations, des niveaux de maturité, parfois des secteurs d'activité, etc., on va dire que tout le monde n'est pas au même niveau. Ce qui est sûr, c'est que la première partie de process que tout le monde a, c'est celle qu'on appelle procure-to-pay, de la demande d'achat au paiement. Celle-là, à la rigueur, tout le monde l'a. Et quand on dit demande d'achat, on parle même de choisir des articles, de notion de gestion de catalogue, voire de demande de devis, etc. Mais de la demande d'achat au paiement, en passant évidemment par la validation de la commande, la réception, les contrôles, etc. Ce qu'on va trouver en amont de ça, c'est toute la partie source to contract, donc du sourcing des fournisseurs, certains produits, jusqu'à la contractualisation et la gestion des contrats. Et enfin, c'est la gestion donc, de la relation, de la donnée fournisseur, donc SRM, Supplier Relationship Management, qui permet notamment d'adresser les points que j'évoquais avant sur la prise des risques, etc., en y regardant. Et en transverse, en fait, sur chacun de ces process, et en transverse, évidemment, dès qu'on parle de digitalisation, on parle d'optimisation de tout ce qui est pilotage et reporting. Donc, sur le premier sujet, en tout cas dans l'ordre dans lequel je les ai présentés, pas forcément dans l'ordre de la chaîne, procure-to-pay, donc de la demande d'achat au paiement, ce qu'on peut attendre de la digitalisation donc des processus, de cette partie de processus, c'est déjà la fiabilisation et l'harmonisation du processus de commande pour une meilleure efficacité opérationnelle. Donc, ça sera d'autant plus pertinent pour des entreprises qui peut-être ont eu pas mal de croissance externe et qui ont peut-être des organisations différentes, des modèles différents qui peuvent générer soit des délais, soit des couacs dans cette gestion du processus de commande. C'est évidemment la réduction des délais de traitement des demandes d'achat, notamment grâce à l'optimisation du workflow de validation. C'est l'amélioration de l'expérience utilisateur avec la simplification de la demande d'achat. Et là, je pense notamment aussi avec des notions de catalogue, de punch-out, de gestion de panier articles, un peu comme sur les sites e-commerce, de vraiment simplifier cette phase de sélection des articles, des produits et d'entrer dans le process de validation, et donc de la validation avec de l'automatisme, mais des interfaces simplifiées, des choses qui aident à aller plus vite et de respecter les dernières termes de l'entreprise. Je l'ai évoqué tout à l'heure, la réduction du nombre et du coût des litiges, bien évidemment, forcément, si tout est bien cadré et si tout suit un process et qu'un maximum de contrôles sont automatisés, ça va forcément limiter les litiges. La réduction des délais et des coûts de contrôle, notamment grâce au rapprochement commande-facture, ça c'est un point important. On en reparlera et ça fait le lien avec la partie notamment sur ce contrat. Forcément, plus on a un scope structuré autour des achats et plus on est en capacité d'automatiser un certain nombre de contrôles et donc, in fine, également la réduction des délais de paiement puisqu'on a accéléré l'ensemble de la chaîne, notamment sur les contrôles et les validations. Donc voilà, ce n'est pas forcément exhaustif, mais là déjà il y a beaucoup à faire, il y a déjà pas mal à gagner, donc sur cette partie procure-to-pay de la demande d'achat au paiement. Si on en vient maintenant à la partie source to contract, donc du sourcing et la contractualisation, en passant par toute la gestion de la vie du contrat, on va dire, là les sujets c'est déjà la démat, la dématérialisation, la signature électronique des contrats,
c'est la réduction des délais de gestion pour avoir des contrats opérationnels plus rapidement. J'ai besoin d'avoir des fournisseurs sur tel et tel sujet, etc. Là, on a une vraie opportunité d'accélérer cette mise à disposition, parce qu'on parlait des demandes d'achat, d'un certain nombre de contrats et donc de conditions d'achat. L'amélioration de la structuration des achats via les catégories, les types de contrats, etc. L'augmentation de fait, ce que j'évoquais il y a un instant, des dépenses sous contrat et donc l'optimisation des conditions d'achat. Forcément, si on peut utiliser des contrats qui ont été négociés, etc., bah forcément, a priori, on devrait être meilleur au résultat. Et de fait, je parlais de pilotage un peu transverse tout à l'heure, des meilleures capacités d'analyse de la performance et donc des capacités aussi d'optimisation des négociations. Voilà plutôt pour la partie gestion contractuelle, on va dire. Enfin, le troisième sujet, la partie relations fournisseurs, gestion des données fournisseurs. Là, on parle essentiellement en termes d'opportunités de gain, de fiabilisation des données fournisseurs, donc de réduction des retards liés aux inexactitudes de ces informations, la fiabilisation du processus de traitement des données et la réduction du risque de fraude, on pense notamment aux données financières, mais pas que, la digitalisation et l'optimisation de la gestion du suivi des risques fournisseurs. Là encore, je pense que Sandrine l'évoquait tout à l'heure, il y a des solutions dédiées sur le marché qui permettent d'aller plus loin ou de faire autrement, mais il y a déjà un certain nombre de gains qui sont intégrés souvent aux solutions de ce type-là. Et de manière générale, là encore, la réduction des délais et des coûts de gestion autour de ces traitements de données fournisseurs. Enfin, le dernier sujet transverse que j'évoquais, mais j'en ai déjà donné quelques exemples, pilotage des reporting. Sur ce sujet, process achat finance, bah, on parle principalement d'améliorer les capacités d'analyse autour de l'analyse des dépenses, autour du pilotage budgétaire, autour du suivi des engagements et des dépenses, autour de la mesure de la performance et du suivi des gains, et pour permettre de faire fonctionner tout ça et avoir les gains escomptés notamment, bah, la gestion justement de tout ce qui est seuil, alerte, autorisation, validation automatique, qui valide, quelle délégation, etc., etc. Donc voilà pour ce qui est des typologies d'opportunités et de gains sur ces principaux process. Donc maintenant, une fois qu'on sait tout ça et qu'on a envie d'y aller, parce qu'on se dit, ah oui, effectivement, ça me parle, ça me parle, ah oui, là, ça serait pas mal qu'on fasse mieux sur ce sujet-là, et je ne doute pas que tout le monde est concerné par au moins plusieurs de ces sujets, bah, c'est comment on y va. Bah, notre conseil, et c'est l'objet de l'échange de ce jour et du témoignage de Filialert par l'intermédiaire de Caroline, c'est de cadrer le sujet, parce que comme on vient de le voir, il est quand même assez vaste. On pourrait s'y perdre, il y a énormément de solutions sur le marché, il y a beaucoup d'objectifs et il y a finalement pas mal de critères qui doivent permettre de dire comment aborder le sujet. Donc nous déjà ce qu'on dit aujourd'hui par rapport à cette notion de critères, c'est vrai pour tout projet, c'est vrai pour ce projet-là, c'est vrai pour plein d'autres projets, c'est qu'il y a beaucoup de solutions, mais la solution la mieux adaptée pour vous, ben, elle dépend d'un certain nombre de critères et c'est pas forcément la même que celle du voisin, soit-elle le leader du marché. Donc, nous, de notre retour d'expérience, les critères qui nous paraissent importants, ça ne veut pas dire qu'ils sont exhaustifs, mais ceux-là sont quand même vraiment structurants dans l'approche déjà, dans la phase de cadrage du projet, c'est d'analyser la diversité de votre typologie achat, de la volumétrie de vos commandes des fournisseurs. C'est évident que, si je parle ROI par exemple, c'est évident que quelqu'un qui a 1000 commandes par an et quelqu'un qui en a 10 000 ou 50 000, l'effet de levier n'est pas le même. Hein. Donc, ça peut paraître bête, mais ce n'est pas anodin pour aller vers des choix de solutions, etc. Le contexte de votre entreprise, notamment juridique, est-ce que vous travaillez à l'international, est-ce que vous avez plusieurs sociétés, etc. Les gestions de devises, des choses comme ça, autant de choses qui vont déjà aiguiller un éventuel choix de solution. L'aspect organisationnel, à date, aujourd'hui, je disais au tout début que toutes les entreprises n'ont pas des services achats structurés ou aussi structurés, etc. Ben ça, c'est un élément important. Quel est votre degré de structuration au moment de démarrer ce projet, notamment autour des quelques éléments clés dans le process. Et j'ai repris que la partie d'ailleurs P2P, mais il y a toute la partie amont sur le sourcing, mais demande, approbation, réception, gestion des contrôles, etc. Votre maturité digitale actuelle, évidemment. Qu'est-ce qui est déjà digitalisé? Qu'est-ce que vous avez comme outil actuellement, peut-être pour traiter tout ou partie du process? Est-ce qu'il s'agit de couvrir un process entier qui n'est pas du tout digitalisé, de remplacer des solutions existantes, de combler des trous? Évidemment, ça donne aussi une physionomie différente au projet. C'est là, évidemment, quand on fait un projet, c'est pas pour les 6 mois qui viennent, hein, c'est pour un peu plus.
surtout un projet de ce type, comme toujours. Donc, la stratégie de développement de votre entreprise, j'évoquais par exemple le fait d'être international, peut-être que vous ne l'êtes pas, mais c'est peut-être dans la stratégie à 2 ou 3 ans, ça serait bien de le mettre dedans, des stratégies de croissance externe, etc. Enfin, autant d'éléments, ou de diversification, ou de gestion justement de la relation fournisseur, avec peut-être plus de partenariats, plus d'innovation, voilà, autant d'éléments qui peuvent pousser ou aiguiller telle ou telle orientation dans le cadre de la gestion du projet. Et puis évidemment, vos compétences et vos capacités, je dirais, internes à gérer le projet. Parce qu'on sait que toutes les solutions, tous les projets, tous les périmètres projets n'ont pas la même exigence en termes d'implication, de mobilisation côté client, en termes de compétences éventuellement. Et c'est un élément, en tout cas nous, c'est notre retour d'expérience important à prendre en compte, bien évidemment. Donc une fois qu'on a dit ça, bon, je ne pense pas qu'il y ait forcément de nouveautés là-dedans, mais histoire de le redire quand même, cadrer c'est quoi concrètement? Cadrer, c'est déjà identifier des besoins précis, détaillés, c'est des exigences, c'est des opportunités, c'est d'être capable déjà d'avoir un premier niveau de priorisation de ces éléments, c'est de définir une cible, à quoi est-ce qu'on veut arriver en matière de processus, avec des niveaux d'automatisation, d'optimisation, etc. C'est votre organisation. C'est évident comme tous les projets de digitalisation, mais c'est très vrai sur les projets de digitalisation achat. En général, ils sont très transformants. Alors, tout dépend d'où vous partez. Encore une fois, comme je le disais, mais c'est des projets très transformants. C'est vraiment l'occasion de revoir effectivement les process et l'organisation autour, j'évoquais un instant, de la gestion des délégations, par exemple, sur les aspects de validation, mais bien d'autres choses. Éventuellement des politiques achats également, notamment pour tout ce qui est de la partie justement sourcing, par exemple, gestion des contrats, des choses comme ça. Donc là, c'est important d'avoir une phase de dire, OK, mais on va vers quoi? Parce que là encore, les choix vont être teintés de ces objectifs. Donc, de définir des objectifs précis, qualitatifs et quantitatifs, ça on peut s'en fixer. Évidemment, on parle de réduction de délai, mais c'est quoi? On parle de pourcentage de dépenses sous contrat, mais c'est quoi? On va voir où on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on veut aller. Construire une trajectoire. Évidemment, tout ne va peut-être pas se faire du jour au lendemain. Donc, quelles sont les étapes? Comment on y va? C'est peut-être du périmètre, des fonctionnalités, des entités, etc. Évaluer des moyens, évaluer des risques, formaliser les critères de décision et de choix. Ça, forcément, nous, en tant que cabinet de conseil, forcément, ça nous tient à cœur parce que c'est ce qu'on fait quand on accompagne nos clients, de dire en amont quels sont les critères de choix objectifs et d'essayer justement de rendre le plus objectif possible. Et enfin, de pré-identifier idéalement des solutions adaptées au contexte qu'on a identifié en approche benchmark avant potentiellement de lancer une consultation en appel d'offres structuré pour avoir des informations plus détaillées et pouvoir challenger les offreurs de solutions. Donc voilà pour la partie de quoi on parle. Comment cadrer et pourquoi cadrer le projet? Ce que je vous propose maintenant, c'est, puisque Caroline nous fait le plaisir d'être présente aujourd'hui, c'est d'avoir donc le témoignage donc de ce projet que nous avons réalisé avec Filialar et donc avec Caroline. Sandrine qui a fait ce projet avec Caroline pour Filialar. Je vous laisse nous partager votre retour d'expérience. Merci beaucoup. Donc, je suis vraiment très heureuse de t'avoir ce matin avec nous. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, du retour d'expérience du projet, est-ce que tu pourrais juste te présenter et présenter le groupe Filialar pour ceux qui ne le connaissent pas? Oui, donc je suis Caroline Fourteau, je suis chargée de projet à la direction financière du groupe Filialar et j'ai travaillé sur ce projet de cadrage des engagements avec toi, Sandrine, en lien avec notre direction des systèmes d'information. Alors, en quelques mots, le groupe Filialar, c'est un groupe familial, un des leaders dans le métier du courtage en assurance, puisque nous souhaitons contribuer à pérenniser les activités de nos clients et maîtriser leurs risques en leur proposant des polices d'assurance qui soient en lien avec leurs besoins. Alors, historiquement, ce groupe a été créé à Bordeaux, puis s'est déployé, on va dire, en France et également à l'international. Aujourd'hui, on intervient sur tout ce qui est assurance maritime, risque d'entreprise, crédit à facturage et également protection sociale des salariés. Dans le groupe, nous avons actuellement 1400 collaborateurs, donc répartis sur différents sites, donc Bordeaux, Lyon, Paris, Toulouse et Nantes. Et à l'international, on est présent en Espagne, en Argentine, en Suisse, à Hong Kong et à Singapour, voilà. Et en termes de volume d'activité, donc on a un chiffre d'affaires qui représente 260 millions de chiffre d'affaires et à la gestion des commissions de courtage d'assurance.
Très bien, merci en fait pour cet éclairage. Julien nous a parlé en introduction du contexte et nous on voudrait savoir qu'est-ce qui a été le déclencheur pour le projet dans le groupe. Alors en fait, on avait un fort besoin, un fort enjeu de pilotage lié à nos dépenses et aussi à notre budget. Également harmoniser nos processus tant en France qu'à l'international. En fait, le groupe s'est pas mal développé ces dernières années et on avait besoin de mettre sous contrôle, en gros, tout le pilotage des engagements au travers d'un dispositif qui soit à la fois normé et digitalisé. Alors, on s'était déjà organisé en interne, puisqu'on avait créé un groupement d'intérêt économique, un GIE qui permettait d'abriter toutes les fonctions support pour permettre, on va dire, de structurer ces fonctions-là. Maintenant, restait à faire un pas de plus et à travailler vraiment sur la normalisation et l'automatisation du processus d'engagement et de les harmoniser, voilà, au niveau du groupe. Et puis, comme l'a dit Julien, il y avait aussi un fort enjeu réglementaire. Donc, l'idée de se lancer là, c'était de se préparer, de se projeter dans le futur et de prendre les réglementations comme la démat facture comme un atout, en fait, en l'intégrant déjà dans la stratégie globale du système d'information. D'accord. Et vous avez donc décidé de lancer finalement un cadrage et de vous faire accompagner pour cette phase très particulière du projet. Peux-tu nous donner finalement les principales raisons qui vous ont motivé à faire ce choix? Oui, alors en fait, au-delà, on va dire, de l'aspect pilotage, on a bien senti qu'on avait besoin de travailler autour de la convergence de nos processus achats et aussi de nos délégations. Et on avait aussi besoin d'avoir une meilleure visibilité, comme l'a dit Julien. Voilà, c'est un projet qui est assez vaste. On avait besoin de se structurer et de comprendre le périmètre et les contours de ce projet. Alors, on a choisi de se faire accompagner par vous, Kaora. L'idée, c'était de nous aider dans la démarche, de co-construire les processus cibles et puis surtout aussi de fédérer une équipe transverse pour que le projet soit bien relayé en interne. Puisqu'en fait, effectivement, je vais peut-être en parler tout à l'heure, mais c'était un projet qui était transverse, donc qui a mobilisé pas mal d'équipes, tant à la DAF qu'à la direction du système d'autres services opérationnels. Voilà, on a défini une gouvernance spécifique, fait des ateliers transverses. Pour vous donner un ordre d'idée, donc la mission de cadrage s'est déroulée à peu près du mois de mars jusqu'au mois de mémoire, c'était septembre 2021. Voilà. Donc, okay. Au sein du groupe, en fait, vous avez déjà mis en fait une transparence au niveau du choix des fournisseurs, une mise en compétition aussi au niveau du sourcing, donc au niveau des processus en amont. Et pour ce projet particulièrement, vous avez sélectionné 2 pilotes, la direction des systèmes d'information et les services généraux. Pourquoi avoir fait ce choix? Oui, alors en fait, comme je vous le disais, le groupe a pas mal grossi ces dernières années, et notamment notre DSI. On a eu des gros investissements informatiques liés à l'infrastructure et à nos outils métiers, donc le budget DSI a fortement augmenté. Et on avait besoin d'outiller, on va dire, tous les aspects budgétaires et les aspects, on va dire, engagement liés au process de dépenses. Donc on a sélectionné la DSI parce que c'était, on va dire, prioritaire pour le groupe et stratégique. On a également intégré les services généraux parce que ces 2 services représentaient à peu près 75% des achats du groupe en France. Voilà. Donc, à l'issue de cette phase de cadrage, on a réussi à faire converger sur des grands processus cibles qui pourront donc être utilisés pour la DSI et les services généraux, mais surtout qui pourront être déployés et adaptés au fur et à mesure en France et à l'international. D'accord. Et donc, quelles sont les adaptations, les améliorations, les questions en suspens qu'il reste à ton avis? Alors, disons, pendant le projet, on a eu pas mal de questions ou d'études complémentaires autour le premier sujet sur lequel on s'est beaucoup interrogé, justement, c'est ce dont je vous parlais et ça nous a pas mal aidé, cette période de cadrage, c'est la partie périmètre. Voilà. Quelles sont les fonctionnalités que je souhaitais intégrer dans le cœur du projet de celles que je souhaitais mettre en place plus tard. Notamment, le cadrage nous a permis d'identifier que la signature électronique des contrats n'a pas fait partie du premier lot. On a décidé de le déployer ultérieurement. On s'est également beaucoup interrogé sur
l'interconnexion des solutions, puisqu'en fait on avait, ou les interfaces à mettre en place, puisqu'on a travaillé sur ce projet dans l'écosystème filiale en prenant en compte les systèmes d'information qui existaient déjà à la fois au niveau des services généraux, puisqu'ils avaient investi dans une solution qui leur permettait de gérer la maintenance des bâtiments, et aussi en lien avec la DSI, puisqu'ils avaient aussi un outil de gestion de leur projet informatique. Donc l'idée, c'était de vraiment comprendre les interactions de la solution achat par rapport à ces autres systèmes. Le dernier point sur lequel on a pas mal travaillé, c'était au niveau aussi également de la granularité et du contrôle du budget. Voilà. D'accord. Et pour ceux qui hésitent, quels sont vraiment les apports d'une phase de cadrage pour un projet engagement de dépenses? Le premier point que je vois très clairement, c'est de définir le périmètre fonctionnel. Voilà, qu'est-ce que je prends de ce que je ne prends pas. Donc aujourd'hui, nous, on a souhaité effectivement digitaliser tout le processus achat. On a intégré une partie des contrats. Donc dans le processus achat, on va digitaliser donc, du bon de commande jusqu'à la réception facture en passant par les étapes de réception. On a également travailler sur les contrôles qui seront mis en place, notamment par rapport au budget, et aussi par rapport aux délégations internes de validation des dépenses. À l'issue de cette période de cadrage, on a pu avoir une segmentation des achats avec une cartographie bien claire pour ces deux services, voilà, qui pourra être déployée aussi dans le reste du groupe et adaptée. Le gros plus, ça a été aussi de faire ces ateliers transverses, donc avec la direction financière, la DSI, les services généraux, où on a pu se mettre autour de la table, parler ensemble et définir un vocabulaire commun autour d'enjeux, on va dire, sur lesquels on pouvait se rejoindre. Donc ça a été important. Et aussi, ça nous a amené à nous réinterroger sur nos structures analytiques, de manière à ce que ça puisse répondre à la fois aux enjeux des différents métiers, pour que chacun puisse s'y retrouver dans son pilotage, et par rapport justement au contrôle de l'automatisation des engagements de dépenses. Et où en êtes-vous maintenant dans ce projet? Alors aujourd'hui, donc l'outil a été choisi, puisqu'on est parti sur l'outil SAP. En fait, nous avions déjà déployé en interne SAP au niveau de la finance avec le module FI et CO, donc la partie finance et contrôle de gestion. Et puis, en fonction des besoins qui ont émergé, on a vu que donc, la solution proposée par SAP s'inscrivait dans une stratégie cohérente. Voilà. Et ensuite, donc, si vous voulez, aujourd'hui, on a un peu mis en stand-by le projet en tant que tel. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur les prérequis. L'un des prérequis dont a parlé Julien, c'était tout ce qui concerne la partie référentiel fournisseur. Puisque si nous avions déjà en place tout un contrôle lié à la compliance des fournisseurs par rapport au RIB et tout ça, on s'est aperçu qu'il y avait tout un travail de rationalisation à faire sur notre base, et puis surtout d'enrichissement pour pouvoir intégrer au mieux des éléments comme des emails pour envoyer en automatique les bons de commande. Et puis, nous travaillons aussi sur une migration de notre système d'information financier, donc de SAP, nous allons vers la nouvelle version S/4HANA. Puisque un autre cadrage que nous avons réalisé à ce sujet nous a permis de mettre en relief que de nouvelles fonctionnalités étaient dans S/4HANA et pouvaient être, on va dire, plus efficaces dans le déploiement du projet. Voilà. Donc, on pense reprendre le projet d'ici la fin d'année pour pouvoir le déployer et se tenir prêt pour la dématfacture en juillet 2024. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Nous allons passer au niveau donc, des solutions et faire un petit tour d'horizon de ces solutions et parler effectivement de ces fameux critères de choix qui sont un peu spécifiques à ce type de solution. Effectivement, ici, vous n'avez pas la totalité des solutions. C'est une partie de notre écosystème et on a voulu séparer différents sujets. Le premier sujet, et Caroline a fait bien a mis bien l'importance sur le référentiel fournisseur, il est important de bien le qualifier. Et il existe bien sûr des solutions qui viennent enrichir votre ERP ou vos solutions achats, que sont donc
par exemple Dun & Bradstreet, qui donne un éventail assez large sur votre référentiel fournisseur, ou des solutions plus spécialisées au niveau du credit management, sur la partie Atradus ou Credit Safe, ou des solutions qui viennent aller chercher donc des attestations pour confirmer, qualifier votre fournisseur. Et enfin, des solutions qui sont particulières au niveau d'un secteur d'activité. Je vous ai donné un exemple, par exemple, avec AdWorking dans le BTP, pour pouvoir mieux qualifier les sous-traitants de ce secteur. Ensuite, nous avons finalement des éditeurs de solutions achats qui se sont spécialisés dans ce processus-là et qui viennent en fait travailler avec les ERP et récupérer tout le référentiel fournisseur, les structures analytiques, le plan de compte, pour pouvoir faire l'ensemble du spectre donc identifié et présenté par Julien, que ça soit effectivement la partie source contract, donc en amont de l'engagement de la dépense, ou et souvent donc la partie P2P, donc de la demande d'achat jusqu'au règlement. Donc vous avez l'essentiel de toutes les solutions achats qui existent. Il en existe bien sûr bien d'autres. Et en parallèle, comme le disait Caroline par rapport à Filialar, tous les éditeurs d'ERP, bien sûr ils ne sont pas tous là, hein, si je dis un fort, hein, toutes les solutions ont un module ou des fonctionnalités qui sont liées aux achats et qui couvrent la gestion des contrats, la demande d'achat, le contrôle et la validation de ces demandes d'achat, la commande, la réception et bien sûr le contrôle facture, puisque la plupart du temps, il y a un fort enjeu finance autour de ces solutions ERP. Ensuite, donc, vous avez effectivement des solutions qui sont spécifiques et qui ne traitent que la gestion électronique de documents ou la dématérialisation de documents que vous avez donc à droite et qui se connectent aussi bien avec des solutions achats qu'avec des ERP. Et Caroline en a parlé tout à l'heure, il y a la signature électronique, donc des contrats, des documents qui viennent se greffer et qui viennent élargir les fonctionnalités que proposent les éditeurs de solutions. Donc, sur ces solutions-là, en fait, en fonction de vos enjeux, on saura vous orienter vers plutôt la partie ERP ou plutôt la partie solution dédiée achat. Et par rapport à ces deux possibilités, je vous ai mis un peu les avantages et les inconvénients. Il y en a d'autres, mais principaux. L'avantage, lorsque vous admettez finalement un module achat au sein de votre ERP, c'est d'avoir cette intégration complète et native finalement entre les achats et la finance. Un référentiel partagé et unique, vous n'avez pas à dupliquer finalement dans une solution achat, et puis des flux intégrés puisque c'est le propre d'un ERP. L'inconvénient, la plupart du temps, c'est effectivement la couverture fonctionnelle, parce qu'elle s'arrête souvent au niveau du P2P et il n'y a pas de fonctionnalité liée aux sources to contract. Et s'il y a la partie contractuelle, elle est très légère. Donc, il faut compléter ces parties-là par des ajouts, des add-ons ou des connexions avec des solutions qui sont spécialisées, par exemple donc, sur la partie contrat ou sur la partie solvabilité et référentiel fournisseur. Ce sont des solutions qui sont attachées et intégrées avec la finance, et donc il y a une certaine rigidité liée à cette intégration. Le pendant au niveau des solutions purement achat, finalement, elles ont été élaborées pour les acheteurs.
Et pour les demandeurs, donc l'interface utilisateur est très intuitive, très facile finalement à utiliser et assez flexible, puisqu'elles sont déconnectées finalement de la finance, même s'il y a tout le référentiel qui est repris au niveau des solutions achats. La couverture fonctionnelle est complète et donc beaucoup plus large. Et en fonction du périmètre que les clients choisissent, effectivement, on va plus vers ces solutions achats dédiées. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, il faut avoir une synchronisation complète avec le système d'information de finance, puisqu'on veut faire du contrôle facture en automatique. Donc, il faut avoir tout le référentiel, tous les référentiels qui sont synchronisés en temps réel. Le projet est souvent beaucoup plus cher au niveau du budget et des licences et d'intégration. Et puis, l'intégration, forcément, est un peu plus complexe et à gérer et à monitorer. Julien a parlé tout à l'heure de critères spécifiques et de critères classiques. La plupart du temps, en fait, nos critères de choix dépendent de nos clients. Mais un des premiers critères classiques finalement que nos clients ont, c'est quand même le budget. C'est une dépense supplémentaire au niveau des systèmes d'information. Et donc, ce point-là est vraiment important lors de la sélection et de la présélection en fait, des solutions qu'on va solliciter. La couverture fonctionnelle, donc le périmètre fonctionnel que l'on souhaite couvrir. Les capacités d'ouverture, d'intégration et de sécurité, c'est un des critères qui devient de plus en plus important dans nos notes de cadrage. L'expérience utilisateur. On va demander à des utilisateurs d'utiliser un système d'information pour mettre leur demande d'achat. Si on veut une adhésion, l'expérience utilisateur est très importante pour pouvoir effectivement utiliser au maximum ce type de solution sans mettre d'interdiction ou de processus trop dur. Et donc, c'est un point aussi à considérer. Bien sûr, la pertinence des moyens humains et puis matériels pour la réalisation du projet. Et effectivement, on mobilise depuis la phase de cadrage une équipe projet. Et cette équipe projet va rester mobilisée sur la totalité du projet jusqu'à le support et même d'être des relais pour pouvoir prendre en main, s'approprier ces solutions. Et bien sûr, la méthodologie d'intégration. On peut effectivement faire de l'itératif, de l'agile dans ce type de projet et arriver à une trajectoire, comme le disait Caroline, avec un périmètre dans un premier temps qui va s'élargir au fur et à mesure au niveau d'intégration. Et viennent s'ajouter des critères spécifiques. Julien en a parlé un petit peu au début de ce webinaire. Il y a des solutions qui sont purement dédiées à des achats indirects. Donc, si vous souhaitez y intégrer aussi les achats directs, un certain nombre de solutions vont finalement ne plus être possibles pour votre aide au choix. Ensuite, vous avez des configurations comme dans le groupe de filiales où il y a beaucoup d'achats groupes et donc des intercos. Et il y a des solutions qui ne facilitent pas du tout, où ce processus est complètement manuel et ça va devenir finalement une usine à gaz. Donc il va falloir s'orienter sur des solutions qui le gèrent de façon native. Ensuite, on a effectivement l'intégration du budget et voire du réestimé, et voire réestimé 2, ce qui est le cas aussi chez vous au niveau du groupe filiale. Et cette intégration doit être facile. Il y a des solutions qui effectivement permettent de gérer des enveloppes budgétaires, mais la finesse du budget n'est pas assez bonne, et donc on va effectivement oublier ces solutions pour en privilégier.
On a parlé aussi au niveau du groupe Filialart des localisations, hein, plutôt Europe et aussi monde. Il y a des solutions qui ont finalement qui sont franco-françaises et qui ne gèrent que les spécificités finalement de notre pays. Si on a besoin d'une présence dans plusieurs pays, on va devoir aller sur des solutions qui sont plutôt internationales, qui ont une présence finalement dans plusieurs pays, qui gèrent plusieurs langues et plusieurs spécificités fiscales. Ensuite, on a parlé finalement de ce point en introduction. Plusieurs entreprises aujourd'hui nous sollicitent sur ce sujet-là. Il y a des tensions au sein des intégrateurs pour mettre à disposition des ressources dans le planning souhaité par le client. Donc, c'est un critère que l'on va intégrer dans notre aide au choix. Ensuite, c'est vrai que Caroline a parlé de flux et de volume. On va prendre et intégrer ces volumes dans notre critère de choix pour pouvoir gérer soit 5 000, 10 000, voire 100 000 factures. Et on va effectivement s'adresser plutôt à des solutions qui vont gérer des petits, des gros, des moyens volumes de factures et de commandes. Voilà sur ce benchmark. Merci, merci Sandrine. On va maintenant passer, il reste 10 minutes, à la phase de questions. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à poser vos questions au travers de la zone de chat. Je vais prendre la première question pour moi. Tout simplement, question classique. Est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets de gains ? Oui, évidemment, on peut donner des exemples. C'est un sujet qui est toujours malgré tout un petit peu sensible parce que les gains dépendent forcément des situations de départ, des objectifs, etc., comme je l'évoquais précédemment. Donc on pourrait dire un petit peu tout et son contraire. Bon, néanmoins, on peut quand même donner quelques éléments de réponse. S'agissant de la réduction des coûts de gestion, je l'ai évoqué au début, qui a longtemps été d'ailleurs le premier objectif dans cette, je dirais sur ce périmètre-là. Les gains considérés ou les retours d'expérience partagés au travers de plusieurs études évoquent des gains de l'ordre de 40%. Alors évidemment, comme je le disais, ça va dépendre de votre situation de départ, mais c'est quand même un ordre d'idée. On cite également des gains sur le sujet de la rentabilité. Les chiffres qui sont évoqués, les retours d'expérience, là encore, dépendent forcément des contextes, mais sont de l'ordre de 1 à 2%. On cite également des gains directs. J'évoquais au début la notion de délai de paiement et la réduction effectivement des phases de contrôle et de validation qui permet éventuellement même de payer en avance et donc de bénéficier d'escomptes sur ces factures peut être également un enjeu et représenter un gain direct. Ça, c'est pour les aspects, je dirais, un petit peu financiers. Sur les aspects de délai, évidemment, on a évoqué tout à l'heure tout ce qui pouvait améliorer le process grâce à l'automatisation, à la digitalisation dans le traitement des demandes d'achat, etc. On peut typiquement avoir des rapports de passer de plusieurs jours de validation de demande à quelques heures. Donc, ce qui effectivement, compte tenu des volumes ou parfois de certaines criticités sur certains types de produits dans certains secteurs d'activité, peut évidemment être très différenciant. Et puis, une fois qu'on a dit ça, des gains financiers, des gains en termes de délai, il y a aussi beaucoup de gains qualitatifs dans un projet de ce type-là, comme dans beaucoup de projets de digitalisation, et notamment le fait de pouvoir redéployer tout ce temps gagné vers donc ce qu'on appelle des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ça veut dire notamment pour les achats sur de l'analyse, ça veut dire sur de la relation fournisseur, sur ce fameux travail que j'évoquais au début, sur de la recherche d'innovation et d'exploitation d'innovation des fournisseurs au sein des produits et des services de l'entreprise en question. Voilà, pour en citer quelques-uns. Caroline, une question pour toi, puisque basée sur le retour d'expérience Filialart, donc sur la base de votre expérience, est-ce que vous avez des conseils, tu en as déjà donné quelques-uns, mais peut-être supplémentaires,
des conseils pour des sociétés qui souhaiteraient se lancer sur ce type de projet? Le premier conseil peut-être auquel je pense, c'est se faire accompagner. Se faire accompagner par des cabinets qui savent gérer ce type de projet et puis qui peuvent faire des retours sur les bonnes pratiques et nous aider à prendre du recul aussi sur le contexte, la situation. Ce qui est important aussi, ce qui a été important, c'était d'abord des équipes pluridisciplinaires et vraiment de faire se réunir des gens de différents métiers qui sont au cœur vraiment des processus opérationnels d'engagement. Un autre élément, ça a été vraiment d'avoir l'adhésion des équipes, parce que généralement, ce type de projet, il y a une culture du changement à mettre en place, et donc c'est vraiment important que les gens qui soient dans les ateliers puissent vraiment adhérer à la nouvelle solution qui sera proposée. Et puis, ce qui a été aussi clé pour nous, peut-être que je peux partager, ça a été vraiment d'être à l'écoute de besoins émergents, on va dire, qui sont apparus et qui nous a permis de véritablement construire une feuille de route avec des étapes cadencées et structurées pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Je crois que c'est clair, vraiment une phase de cadrage, ça amène, nous on le voit, parce que nous forcément on en fait plusieurs, plus par définition que chaque client individuellement, puisqu'on le fait chez tous nos clients, et je l'ai évoqué tout à l'heure, cette phase de cadrage, elle a vraiment pour vocation de dire, ok, au départ il y a un besoin, une opportunité, il y a forcément un périmètre qui est pré-identifié, mais prendre le temps en effet de rassembler les personnes, d'élargir son champ de réflexion et de vraiment avoir une approche opportunité, quitte à les reprioriser derrière, etc., à construire une trajectoire, c'est vraiment une étape importante qui permet très clairement d'augmenter la valeur d'un projet dans le temps, au-delà de la simple décision de dire, tiens, je vais digitaliser, je vais prendre un outil, je vais le mettre. Et évidemment, la solution porte une valeur en elle-même, mais je pense que ce que tu dis là, nous, on le constate tout le temps, donc c'est clair. Merci. Une question peut-être pour toi, Sandrine. On a évoqué des solutions d'automatisation tout à l'heure. Est-ce que tu peux donner peut-être des exemples de solutions, de cas d'usage d'automatisation sur ces process? Bien sûr. Si la confirmation de commande est souvent standard finalement dans les solutions, que ce soit au niveau des ERP ou des solutions purement achat, c'est un petit peu moins le cas pour les réceptions de marchandises. Et pourtant, les difficultés d'approvisionnement que l'on a aujourd'hui vécues avec la crise Covid, mais et encore plus maintenant avec le conflit en Ukraine, devient vraiment stratégique. Donc aujourd'hui sur le marché, vous avez plusieurs solutions d'utilisation. En l'occurrence, nous, Cahora Partners, on travaille avec la solution iPass, qui est leader sur le marché. Et pour un de nos clients, nous avons développé finalement un robot qui va demander confirmation au fournisseur de son engagement d'envoyer en fait cette marchandise à temps. Donc, le robot va sélectionner toutes les commandes d'achat dont la réception est dans 48 heures et va voir si la marchandise est stratégique. Et si elle est tout stratégique, il envoie un courriel au fournisseur pour demander la confirmation de ces réceptions en temps et en on a aussi un autre exemple que l'on peut citer. Si vous ne souhaitez pas acheter ou avoir des solutions qui vont vous enrichir finalement le référentiel fournisseur, on peut tout à fait développer un robot qui va aller chercher des informations et enrichir automatiquement finalement votre référentiel fournisseur. Donc c'est un deuxième cas d'usage sur le processus achat qu'on a pu… De manière générale, de toute façon, l'automatique, les solutions qui adressent les process qu'on a évoqués tout à l'heure intègrent, puisque c'est leur valeur, un certain nombre d'automatisation, c'est évident, intrinsèquement à la solution. Là, l'automatisation que tu évoques, c'est soit en complément pour des parties qui ne sont effectivement pas adressées, soit en fait en valeur ajoutée à quelque chose qui est fait, mais qui permet soit de le simplifier dans le contexte de l'entreprise,
soit effectivement ne pas prendre en effet des véhicules qui finalement auraient un usage peut-être assez limité, et donc un ROI également limité par rapport au sujet. Merci Sandrine. Question que je vais prendre pour moi, et c'est vrai que je l'ai évoqué au début, et en fait je ne l'ai pas dit. Je pense, s'agissant du fameux calendrier de mise en place de la démat facture. Alors pour ceux qui effectivement ne l'auraient pas, et en plus parce que ça a été décalé, donc on parle de la loi de finances 2020 et de l'ordonnance du 15 septembre 2021, avec cette modification de l'année dernière. Donc 3 dates à retenir. 1er juillet 2024, obligation de réception des factures électroniques pour tout le monde, quelle que soit la taille de l'entreprise, etc. Par contre, obligation d'émission et de e-reporting uniquement pour les grandes entreprises. 1er juillet 2024. 1er janvier 2024, pas juillet, janvier, hein, donc 6 mois plus tard. 2025, pardon, c'est avant. Merci. 1er janvier 2025, obligation d'émission et de e-reporting pour les ETI. Et 1er janvier 2026, obligation d'émission et de reporting pour tous les autres, donc les PME, les TPE, etc. Donc voilà, 2024, 2025, 2026. Question peut-être pour Caroline. Et effectivement, tu l'as évoqué tout à l'heure. Est-ce que tu peux me préciser pourquoi avoir intégré la digitalisation des contrats dans le périmètre? D'accord. Oui. Alors en fait, juste pour préciser la digitalisation des contrats, on a scindé 2 aspects. La partie vraiment scan et signature électronique, donc ça qui a été, on va dire, repoussé dans un 2e lot. Dans le cadre du projet, on a intégré une partie, on va dire, intégration de données clés en fait dans notre système d'information, notamment des conditions tarifaires, des clauses spécifiques et puis tout un tas de clauses qui nous permettent, on va dire, de suivre des périodes de renouvellement ou des dates d'échéance. Alors, pourquoi on a intégré ces éléments-là? L'idée, c'était effectivement déjà d'un point de vue opérationnel, pour les personnes qui étaient vraiment en charge de la partie, on va dire, achat et engagement, de faciliter leur suivi opérationnel, parce qu'aujourd'hui, c'était suivi dans du, on va dire, reporting manuel. Là, ça permettait effectivement d'avoir cette information, on va dire, disponible. Et puis également, ça nous permettait à un moment donné de digitaliser, de tracer dans le système d'information le flux dès le contrat jusqu'au bon de commande et de pouvoir faire les liens entre le bon de commande et les contrats qui s'y rattachent, de manière à pouvoir piloter les engagements sur contrat de ceux qui sont plus, on va dire, liés à des devis, etc. Voilà, donc une question d'automatisation et de sécurisation autour de ce sujet-là pour vraiment avoir un flux qui soit de bout en bout. Exactement. Je vois l'heure, il est midi, je vois qu'il y a un certain nombre de participants qui ont commencé à se déconnecter, sûrement parce qu'ils avaient un rendez-vous ou une réservation au restaurant. Bon, on reste des questions, mais je vais vous proposer de respecter l'horaire et d'en rester là. De toute façon, vous avez, si je reviens là-dessus, voilà, vous avez nos coordonnées. Donc, merci à ceux qui se sont connectés. Si vous avez des questions complémentaires, évidemment, très probablement beaucoup plus vous liées à votre contexte. Et comme on l'a dit et redit pendant cette présentation, c'est évident que le contexte joue pour beaucoup sur la façon d'aborder le sujet et sur les premières orientations, on va dire, du projet, notamment au travers d'une phase de cadrage. Vous voyez bien que c'était un peu le sujet que évidemment de légitimer, je dirais, cette phase-là. N'hésitez pas à nous contacter. On va renvoyer évidemment le webinaire aux inscrits et aux participants en mode replay. Puis on va vous souhaiter une bonne journée. Merci Caroline, merci Sandrine. Merci, au revoir. Au revoir.